Il y a une vérité inconfortable que peu de gens veulent accepter. La façon dont tu choisis d'utiliser la première heure de ta matinée est un reflet brutal de qui tu es vraiment. Peu importe combien de plans tu écris, ni quelles bonnes intentions tu as la veille. Ce que tu fais en te réveillant révèle ton niveau d'autodiscipline et la qualité de ton esprit. La plupart cèdent à l'inertie, se laissent entraîner par l'attrait du téléphone, l'urgence de répondre aux messages, le bruit de ce que les autres attendent de toi. C'est ainsi que commence la journée pour presque tout le monde, en étant l'effet de forces externes, pas la cause de sa propre vie. Mais il existe une autre façon de commencer. Le stoïcisme n'est pas une théorie à lire avant de dormir. C'est un entraînement mental quotidien, un mécanisme de défense et de progrès. Celui qui contrôle sa première heure contrôle le reste de la journée. La sérénité n'est pas un cadeau. Elle se construit, elle se tire de la routine et de la peur avec discipline et clarté. Chaque matin est un examen, et la note dépend de ta capacité à choisir la conscience plutôt que la réaction, la vertu plutôt que le confort, le but plutôt que la routine. Aujourd'hui, je ne te propose pas de promesses vides, ni de belles phrases pour te sentir mieux 5 minutes. Je te propose 10 exercices mentaux qui peuvent briser la paresse et l'automatisme qui te freinent. Nous ne sommes pas des victimes du matin, nous en sommes responsables. La façon dont tu commences la journée est ta véritable déclaration de principe. Entraîne ton esprit avant que le monde n'essaie de le conditionner à ta place. 1. Choisissez votre attitude avant de commencer la journée. La plupart des gens se lèvent déjà vaincus. Ce n'est pas que la journée les batte, c'est qu'ils ne se battent même pas. À peine ouvrent-ils les yeux et leur premier acte est de se rendre. Ils prennent leur téléphone, s'immergent dans des messages d'autrui et sans s'en rendre compte, ils cèdent le contrôle de leur humeur à tout ce qui apparaît sur l'écran. Si vous commencez ainsi, ce n'est pas le destin qui vous pousse, c'est vous-même qui vous met la corde au cou chaque matin. Il est facile de se justifier en disant que vous ne pouvez pas l'éviter, que c'est ainsi que fonctionne la vie moderne ou que demain, vous ferez les choses différemment. Mais ces phrases sont l'usine de la faiblesse. Ce que vous ne maîtrisez pas dans la première heure, vous le maîtriserez le reste de la journée. Et c'est un fait. L'attitude avec laquelle vous vous levez est votre première décision, pas un accident. Ici, il n'y a pas de place pour les excuses. Vous êtes responsable de ce que vous permettez d'entrer dans votre esprit à peine réveillé. Allez-vous choisir de commencer la journée avec de l'anxiété empruntée ou avec une direction propre? Si votre première pensée est réactive, vous avez déjà perdu l'initiative. Si vous ne prenez pas une position ferme avant de sortir du lit, n'importe quel courant vous emportera et, à midi, vous serez déjà en train de répéter des schémas automatiques, justifiant vos réactions, accumulant de la frustration en vous sentant à la merci de tout et de tous. Il ne s'agit pas de se sentir motivé, il s'agit d'exercer un contrôle. Un stoïque n'attend pas que les circonstances soient favorables pour décider qui il veut être. Je ne vous parle pas de sourire faux ni de positivisme bon marché. C'est autre chose. Reconnaître, de front et sans anesthésie, que votre attitude est l'outil le plus puissant que vous ayez et que, si vous ne l'utilisez pas, vous la gaspillez. Il y a un moment, à peine vous ouvrez les yeux, où vous pouvez choisir entre suivre le même scénario ou en écrire un nouveau. Cette décision est un petit acte de rébellion contre l'inertie. Et oui, c'est difficile. Au début, ça fait mal. Mais chaque fois que vous choisissez la conscience, vous gagnez du muscle mental. Et chaque fois que vous vous abandonnez au pilote automatique, cette dette interne grandit. Demandez-vous, allez-vous être l'auteur de votre journée ou juste un spectateur? Il n'y a pas de neutralité ici. Personne ne va vous offrir de la clarté, de l'autodiscipline ou un but. La première minute de la journée est à vous ou elle est aux autres. Choisissez votre attitude ou quelqu'un d'autre la choisira pour vous. La différence entre une journée gâchée et une journée vécue commence dans ce choix silencieux. Le caractère se forge quand personne ne vous regarde. Ce que vous tolérez le matin définit ce que vous permettez dans votre vie. La médiocrité est confortable, mais elle vous coûte cher avec les années. Proposez-vous, aujourd'hui, avant de sortir du lit,
Je décide d'être maître de mon humeur. Personne ne va mener cette bataille pour vous. Commencez par vous-même et ne négociez pas avec votre faiblesse. 2. Protège ton esprit du bruit extérieur. À peine ouvres-tu la porte de ta maison, le monde est déjà en train de parler. Klaxons, voix, notifications, annonces collées sur les murs, fragments de conversation d'autrui. Tout rivalise pour attirer ton attention, comme si ton esprit était un écran public sur lequel n'importe qui peut laisser un message. Il est facile de se perdre là-dedans, de laisser la première vague d'informations t'emporter et dicter ton humeur, tes priorités, même les préoccupations que tu vas porter toute la journée. Parfois, il n'est même pas nécessaire de sortir. Il suffit d'allumer le téléphone ou de regarder les emails pour sentir que quelque chose d'extérieur décide déjà pour toi. Et si tu le permets, la clarté avec laquelle tu t'es réveillé se trouble, comme une eau claire qui devient trouble au premier contact avec la boue. Ce n'est pas un hasard si tu termines épuisé avant midi. Ton esprit traite des centaines de stimuli que tu n'as même pas choisis, et chacun laisse un petit résidu, une inquiétude, un doute, un désir qui n'était pas le tien jusqu'à ce que quelqu'un le sème sans demander la permission. Dans ce désordre, le plus facile est de perdre le fil de tes propres intentions et de commencer à fonctionner en mode automatique, répondant à ce que les autres attendent, à ce que l'environnement exige, à ce qu'un écran dicte. Le mécanisme est subtil. On pense qu'on choisit, mais en réalité, on ne fait que réagir. Si tu ne filtres pas ce que tu laisses entrer dans ta tête, tu finis par vivre avec des idées empruntées et des émotions de seconde main. Il y a un piège caché dans l'excès d'informations. Cela te donne l'impression d'être connecté, mais en réalité, cela te fragmente. Chaque morceau de nouvelles, chaque opinion d'autrui, chaque urgence fausse épuise ton énergie mentale, jusqu'à ce qu'il te soit difficile de distinguer l'important de l'accessoire. C'est comme essayer d'écouter ta propre voix dans une foule qui crie. Et c'est ici que se joue l'autodiscipline. Il ne s'agit pas de s'isoler du monde, mais d'apprendre à défendre ton espace mental, de mettre des limites claires à ce que tu permets de t'affecter. Tout ne mérite pas ton attention, ni chaque stimulus ne mérite une réaction. Tout ce qui arrive ne doit pas rester, rappelle-le chaque matin. Le stoïque comprend que l'esprit est une ressource limitée et que le protéger du bruit extérieur est une forme de respect envers soi-même. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais d'hygiène mentale. Si tu ouvres la porte à chaque message, à chaque opinion, à chaque demande d'autrui, tu finis par devenir esclave d'un agenda qui n'est pas le tien. C'est pourquoi choisis tes premières sources d'information avec le même sérieux que celui avec lequel tu choisis quoi manger ou en qui faire confiance. La véritable clarté n'est pas le fruit du hasard, c'est le résultat d'une sélection consciente. Ce que tu permets de t'influencer finit par façonner ton caractère. Que ta journée ne commence pas avec le poids de l'extérieur. Entraîne-toi à protéger ton esprit. Celui qui ne met pas de filtre finit par vivre dans le désordre des autres. 3. Dirige tes pensées, ne les suis pas. Je l'admets, souvent j'ai laissé mes pensées me mener à des endroits que je n'ai pas choisis, comme si elles étaient des courants inévitables. On se trompe en croyant qu'on raisonne, alors qu'en réalité, on suit simplement le fil d'une préoccupation, d'une peur, d'une vieille habitude mentale qui se réactive sans avertissement. Ce glissement n'est pas inoffensif, c'est le début d'une chaîne. Une pensée en entraîne une autre, l'anxiété se multiplie, le focus se disperse, et sans s'en rendre compte, on ne vit plus le jour que l'on avait prévu, mais celui que notre esprit chaotique nous impose. Le piège réside dans l'apparence d'activité mentale. Tu crois que penser beaucoup équivaut à bien penser, mais ce n'est pas vrai. La pensée, si elle n'est pas dirigée, devient du bruit déguisé en analyse. Et ce bruit est coûteux. Il consomme ton énergie, affaiblit ta volonté et te rend vulnérable à tout stimulus extérieur. Il ne s'agit pas de contrôler chaque pensée de force, comme celui qui réprime une vague. Il s'agit de comprendre le mécanisme. Ce que tu ne choisis pas délibérément s'impose par inertie. Le cerveau est conçu pour économiser des efforts et répéter des schémas, même ceux qui te sabotent. Si tu ne filtres pas,
Si tu ne diriges pas, tu finis par être coincé dans des boucles mentales qui ne font qu'alimenter de vieilles habitudes et des émotions qui ne te servent plus. C'est ici que la stratégie stoïque est implacable. N'accepte pas chaque pensée comme si elle était vérité, ni comme si elle méritait ton attention automatique. Mets-toi en mode directeur, pas en mode spectateur. Demande-toi, avec une brutalité honnête, cette pensée me rapproche-t-elle de la personne que je veux être ou renforce-t-elle simplement ma version la plus faible? Choisis. Diriger l'esprit est un acte d'autodiscipline quotidienne, pas un coup d'inspiration occasionnel. La pratique est concrète. Dès que tu remarques que ton esprit divague, arrête le flux et redéfinis la direction. Tu peux utiliser une phrase d'ancrage « Je ne suis pas les pensées, je les dirige ». Ce n'est pas de la magie, c'est de l'entraînement. Chaque fois que tu interromps un cycle négatif et choisis de délibérer, tu renforces le muscle de la volonté. Cela génère une différence cumulative. La personne que tu es à la fin de la semaine n'est pas celle qui réagit par habitude, mais celle qui décide avec intention. Les pensées sont des outils, pas des maîtres. Si tu les laisses gouverner, tu deviens esclave de tes propres mécanismes. Si tu les choisis et les canalises, le jour ne te domine plus, c'est toi qui domines le jour. N'accepte pas la tyrannie de ton esprit sans résistance. Soit tu prends le gouvernail, soit ce sont tes vieux fantômes qui le prendront. 4. Fais de la discipline ton premier acte. Un petit geste peut changer le cours de toute une journée, comme lorsque quelqu'un, avant que les autres n'entrent dans la pièce, réorganise les papiers sur la table et ajuste la chaise. Ce n'est pas seulement pour l'ordre, c'est une déclaration silencieuse de contrôle sur l'espace et le moment. C'est ainsi que fonctionne la discipline dans la première heure de la journée. Je ne parle pas de grandes prouesses ni de routines parfaites, mais de ce premier acte qui semble insignifiant, mais qui contient la graine de tout ce qui vient après. Le corps assommeille, la tête cherche des excuses, les muscles pèsent plus que d'habitude, et l'esprit murmure déjà des négociations pour reporter, pour se laisser aller. Là, juste à cet instant, tu décides si tu t'appartiens ou si tu te laisses aller à la commodité habituelle. Le premier acte discipliné ne se voit pas de l'extérieur, mais se ressent. C'est la décision de te lever dès que l'alarme sonne, de poser les pieds sur le sol froid, d'aller directement au robinet et de laisser l'eau te réveiller, même si tu préfères la chaleur du lit. Cette fraction de seconde où tu choisis l'inconfort plutôt que le plaisir immédiat est là où tu commences à écrire le véritable scénario de la journée. La discipline ne concerne pas le châtiment ni la rigidité, mais de te prouver, dès le matin, que tu as la capacité de diriger ta volonté, même si le corps réclame le contraire. C'est regarder le téléphone et, au lieu de glisser le doigt, le laisser de côté. C'est préparer le petit déjeuner avec attention, même si la précipitation t'invite à tout faire en automatique. Il y a quelque chose de profondément libérateur à prendre le contrôle de ces petites actions. Le silence de l'espace, les sons concrets de l'environnement, le frottement des vêtements en s'habillant, la respiration qui devient plus ferme. Là, dans ces détails, se construit la différence entre une journée traînée et une journée dirigée. Parce que chaque petit acte discipliné est comme poser une pierre de plus dans les fondations de ton caractère. La discipline est ton bouclier invisible. Rappelle-toi cela lorsque la paresse voudra gouverner. L'esprit, en voyant que tu obéis à tes propres ordres, commence à avoir plus confiance en toi. Tu cesses d'être un otage des impulsions, car, même si elles sont fortes, elles ne sont pas les chefs. Tu deviens quelqu'un qui tient sa parole, même si personne ne regarde. Cela a une valeur inestimable, car la véritable estime de soi ne vient pas de discours grandiloquents, mais de l'accumulation de ces petites victoires intérieures. Personne ne t'applaudit pour ne pas regarder ton téléphone, pour commencer une tâche qui te met mal à l'aise, pour sortir marcher même si tu préfères rester au lit. Mais là, dans ce silence, se forge la personne que tu vas respecter à la fin de la journée. Le premier acte discipliné n'est pas négociable. Si tu cèdes, tout le reste perd de sa force. Fais de la discipline ton premier acte et tout le reste s'organisera derrière.
Si tu maîtrises le début, tu maîtrises la journée. 5. Trouve de la force dans l'inconfort. Le confort te rend plus faible que n'importe quel adversaire réel. C'est aussi simple que cela. Si tu te réfugies dans la tiédeur, tu t'entraînes à céder chaque fois que la vie te demande un effort. Personne ne devient fort en évitant l'inconfort. Chaque fois que tu choisis le chemin facile, tu nourris justement la partie de toi qui te sabote le plus. La société entière te vend l'idée que tu mérites un plaisir immédiat, un repos sans l'avoir gagné, une gratification sans lutte. C'est du poison, une anesthésie pour le caractère, un piège qui te transforme en otage de tes propres désirs paresseux. Il faut le dire sans détour. Si tu cherches à grandir, l'inconfort n'est pas un obstacle, c'est le seul maître qui ne ment pas. La douleur momentanée de surmonter la paresse, l'inconfort physique de l'exercice, l'effort de rester concentré quand tu préférerais te distraire, sont des investissements. Chaque inconfort supporté consciemment est une brique de plus dans la forteresse de ta volonté. Ce qui te coûte, te construit. Et ce n'est pas un slogan, c'est une réalité biologique et psychologique. Tu veux savoir pourquoi tu continues à répéter les mêmes erreurs? Parce qu'à peine quelque chose te dérange, tu abandonnes. Tu changes de tâche, cherches une distraction, inventes des excuses de adulte fatigué. Ce n'est pas le destin, ce n'est pas la génétique, ce n'est pas la malchance. C'est ta tolérance à l'inconfort qui détermine ta limite. Si tout ce que tu fais est conçu pour éviter tout contact avec l'inconfort, prépare-toi à une vie de faiblesse et de regret. Le stoïcisme n'est pas une littérature ancienne, c'est un entraînement mental pour résister au poids de la vie sans plier. Observe tes matins. Quand le corps demande 5 minutes de plus au lit, quand l'esprit exige que tu reportes ce qui est difficile, c'est là que tout se joue. Celui qui cède à ses petites gênes cède ensuite dans les grandes choses. La force n'est pas spontanée, elle se cultive dans la répétition inconfortable. Arrête de glorifier la facilité, arrête de te protéger de ce qui te fait un peu mal. Le véritable respect de soi naît lorsque tu supportes l'inconfort et que tu restes ferme. L'inconfort est l'alchimie de ceux qui refusent d'être moyens. Prends-le comme une loi. N'attends pas de te sentir prêt. Le moment d'inconfort n'est jamais agréable, mais c'est là que se trouve l'or. Lorsque tu choisis délibérément ce qui est difficile, tu te prouves que tu es capable de gouverner ton esprit et ton corps. C'est la différence entre une journée médiocre et une journée de véritable avancée. Tu n'es pas spécial en évitant la douleur, tu es commun. Celui qui embrasse l'inconfort comme partie de l'entraînement quotidien est celui qui finit par exceller dans n'importe quel domaine. Alors, la prochaine fois que le matin te propose 2 chemins, le confortable et l'inconfortable, tu sauras que l'option correcte est celle qui te coûte le plus. Parce qu'il n'y a pas de force sans friction, ni de clarté sans traverser le poids de ce qui dérange. Choisis l'inconfort, et la journée cessera de te sembler un ennemi. 6. Choisis la vertu plutôt que la gratification facile. La gratification facile te rend faible. C'est la racine du problème que presque personne n'ose regarder en face. Il ne s'agit pas seulement de petites décisions, mais de la manière dont tu t'entraînes chaque matin, chaque fois que tu choisis le confortable, l'immédiat, ce qui te promet un soulagement rapide, tu sacrifies une partie de ton intégrité. Le mécanisme est simple et brutal. Tu évites l'effort. Tu tombes dans la tentation de ce qui te séduit un instant et ensuite tu traînes le poids invisible de la culpabilité, de la frustration, de la sensation d'avoir échoué encore une fois. Personne n'a besoin de te le rappeler. Tu le sens dans ton corps et dans ton esprit, car chaque concession à la facilité est un message direct à ton caractère. Tu n'es pas capable de résister. Cette fracture s'accumule, et peu importe combien d'excuses tu inventes pour la cacher, cela se voit dans ta manière de regarder la journée, dans la peu d'énergie avec laquelle tu fais face aux défis, dans cette voix intérieure qui te demande moins que ce que tu sais que tu pourrais donner. La véritable bataille n'est pas contre le plaisir, mais contre la tendance à céder à lui sans filtre. Le problème est beaucoup plus profond que avoir de la volonté. C'est le manque d'un critère interne qui guide tes décisions quand personne ne te voit.
Il y a une voix automatique, presque programmée, qui t'invite à prendre le raccourci, dormir 5 minutes de plus, vérifier le téléphone par habitude, manger n'importe quoi, juste parce que c'est à portée de main. Cette voix est l'écho d'années de conditionnement, de routines mal apprises, de croyances qui te disent que ce n'est pas grave si tu lâches un peu. Mais si, ça l'est. Chaque acte d'auto-indulgence est un recul silencieux qui façonne l'identité que tu tolères d'être. La gratification immédiate est une dette à long terme. Elle te vole l'opportunité de ressentir une véritable fierté pour qui tu es à la fin de la journée. La clé est de cesser de négocier avec tes faiblesses et de commencer à choisir ce qui renforce ton caractère, même si ça fait mal, même si ça coûte, même si personne ne le remarque. Il ne s'agit pas de vivre une vie de privation absurde, mais de comprendre que la vertu, la tempérance, l'honnêteté, l'autodiscipline a une valeur qui ne se mesure pas en plaisir momentané, mais en la qualité de la personne que tu construis avec chaque décision. Il faut regarder en face tes propres excuses. As-tu vraiment besoin de cette gratification ou es-tu juste en train de fuir le travail intérieur que tu sais que tu dois faire ? L'esprit s'habitue vite à la facilité, mais il peut aussi être entraîné à choisir ce qui élève, ce qui laisse une empreinte positive sur ton estime de soi. La vertu n'est pas négociable, répète-le lorsque la tentation se présente. L'intégrité ne se construit pas dans les grands moments, mais dans ces secondes inconfortables où tu choisis le chemin difficile parce que tu sais qu'il est le bon. Le plaisir sans mérite ne laisse pas de paix, seulement du vide. La gratification facile est l'ennemi de la liberté. Si tu veux du respect de soi, choisis la vertu, même si tout ton corps réclame le contraire. Maîtrise aujourd'hui, satisfaction réelle demain. 7. Anticipe les défis, pas les thèmes. Vous sortez de chez vous et à peine quelques mètres parcourus, le trafic est bloqué. Il y a une file d'attente au magasin, quelqu'un vous parle à la hâte et vous avez déjà la sensation que la journée se complique avant même de pouvoir prendre de l'élan. Ce n'est pas de la malchance, ni un coup du sort. La vie n'est pas conçue pour vous laisser le chemin libre, et si chaque petit contretemps vous surprend comme s'il s'agissait d'une injustice, c'est parce que vous continuez à espérer que tout fonctionne selon vos désirs. Voici l'erreur fondamentale. La plupart des gens abordent la matinée comme si c'était une feuille blanche, espérant qu'elle reste propre, alors qu'en réalité, le monde vient déjà avec des tâches, des obstacles, des exigences extérieures et des désajustements inévitables. Si vous n'anticipez pas cela, vous devenez otage de votre propre naïveté, réagissant avec frustration à chaque faux pas, accumulant irritation et interprétant chaque inconvénient comme une offense personnelle. C'est vivre sur la défensive, et cela vous épuise bien avant midi. Ce qui distingue ceux qui avancent avec assurance, ce n'est pas qu'ils aient moins de problèmes, mais qu'ils s'entraînent à attendre les défis et à les affronter sans drame. Le mécanisme est clair. Si au réveil vous partez du principe que la journée apportera des difficultés, et vous le faites de manière consciente, pas résignée, votre esprit se programme pour répondre, pas pour se lamenter. Il s'agit de vous inoculer contre la surprise, de construire une tolérance active au désordre, aux erreurs des autres, au retard, aux imprévus. Ainsi, lorsque le premier obstacle apparaît, vous ne perdez pas de temps à vous plaindre ni à chercher des coupables. Vous prenez simplement la décision de vous adapter, d'ajuster le plan, de recommencer si nécessaire. Le stoïcisme est une pure stratégie. Vous préparez mentalement à ce qui va presque sûrement mal tourner, non pas pour vous enfoncer dans le pessimisme, mais pour renforcer cette partie de vous qui ne négocie plus avec la réalité. Si vous savez qu'il y aura du poids, vous ajustez votre posture. Si vous savez que tout peut changer sans avertissement, vous entraînez la flexibilité de votre caractère. Anticiper n'est pas craindre. C'est décider à l'avance que vous ne vous briserez pas. C'est la phrase emblématique que vous devez vous rappeler. Chaque fois que vous êtes surpris par ce qui était prévisible, vous perdez de l'énergie et du pouvoir de décision. Si, en revanche, vous vous levez avec la conviction que les défis ne sont pas des anomalies, mais font partie du design de la journée, la fatigue émotionnelle diminue et la frustration perd de sa force.
Ce n'est pas de la résignation ni de la froideur. C'est un entraînement délibéré pour réduire l'écart entre ce que vous attendez et ce qui se passe. Celui qui anticipe les coups ajuste son humeur. Celui qui attend seulement du confort paie le prix de la déception constante. C'est pourquoi, avant de sortir, dites-vous « Aujourd'hui, je ferai face à des obstacles et je répondrai avec clarté ». Cette phrase fonctionne comme un bouclier invisible. N'ayez pas peur des défis. Utilisez-les pour mesurer votre croissance. Celui qui anticipe ne se paralyse pas, il agit avec un avantage. Votre sérénité dépend de votre préparation mentale, non de l'absence de problèmes. 8. Pratiquez la compassion comme une force quotidienne. J'ai du mal à l'admettre, mais il y a des matins où je sors dans la rue avec le froncement de sourcils et la mâchoire serrée, comme si j'étais déjà prêt à me défendre contre le monde avant même que quelqu'un ne me regarde. Je sens le poids de mes propres préoccupations s'accumuler derrière mes yeux et, en croisant des inconnus, la dernière chose à laquelle je pense est de les voir comme des personnes traversant leur propre bataille. Je deviens dur à l'intérieur, presque mécanique dans mes gestes. Je regarde le conducteur impatient, la dame qui marche lentement, le jeune distrait au coin de la rue. Et tout cela, je le filtre à travers le prisme de ma propre fatigue ou de mes propres jugements. Dans cet état, la compassion n'est pas une priorité. C'est à peine un joli mot qui résonne au loin, comme s'il appartenait à un autre type de personne, plus douce ou plus éclairée. Mais il suffit que quelqu'un me renvoie un simple sourire ou un salut sincère pour que je remarque le contraste brutal. Cette petite fissure dans l'armure me rappelle tout ce que je perds en me durcissant. La compassion n'est pas une faiblesse, c'est un muscle qui s'atrophie si tu l'ignores, et chaque matin j'ai le choix de l'exercer ou de le laisser mourir. Dans la pratique, la compassion commence par les choses les plus simples. Prêter attention au visage, reconnaître la fatigue dans les yeux des autres, remarquer comment quelqu'un tient son téléphone avec des mains tremblantes, ou comment un travailleur ramasse les ordures tout en levant à peine la tête. Le bruit du trafic se mêle au pas pressé, l'odeur du pain frais se croise avec celle de la fumée des camions, et, au milieu de tout ce chaos, chaque personne est une somme d'histoires invisibles. Si tu t'arrêtes une seconde pour vraiment observer, tu vois que personne n'est exempt de fardeau. La compassion est la capacité de regarder au-delà de ton propre agenda et de comprendre que les autres, même s'ils ne te le disent pas, mènent aussi des batailles que tu n'imagines pas. Il ne s'agit pas de sentimentalisme ni de se laisser piétiner. C'est une force pratique. Quand tu choisis de comprendre plutôt que de juger, tu te donnes un avantage invisible. La colère des autres ne te déséquilibre plus de la même manière. Les mots durs perdent leur tranchant. L'empressement des autres cesse de te transmettre de l'anxiété. Pratiquer la compassion est un acte de maîtrise de soi aussi concret que de résister à la gratification immédiate ou de se lever quand c'est difficile. C'est décider que, même si l'esprit te pousse à la réaction automatique, tu peux répondre avec compréhension. Un geste aimable, un regard sans jugement, même céder le passage en silence, sont des entraînements quotidiens. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre avec dureté, tu gagnes du terrain intérieur. La compassion est une force silencieuse, répète-le en marchant. Parce que comprendre l'autre n'est pas se rendre, c'est prendre le contrôle de la qualité de ton humeur. La colère et l'indifférence te rendent plus faible que n'importe quel acte de bonté. Celui qui pratique la compassion, même quand personne ne le mérite, cultive une sérénité qui ne s'achète avec aucun autre effort. Fais de la compassion une habitude matinale, non pas parce que le monde le mérite, mais parce que tu mérites de ne pas porter l'amertume des autres. La véritable force est de choisir l'humanité, même dans les détails les plus petits. 9. Donne un sens à chaque lever de soleil. Un lever de soleil sans sens est comme une machine en mode pilote automatique. Elle consomme de l'énergie, produit du bruit, mais n'avance vers aucune destination réelle. C'est ainsi que tu vis lorsque tu te limites à répéter des routines vides, lorsque tu te lèves simplement parce que c'est nécessaire, sans te demander pourquoi. Ne te trompe pas, la majeure partie de ta fatigue ne vient pas du travail acharné, mais du manque de direction.
Si tu ne donnes pas de sens à tes matins, tu deviens l'ouvrier d'un agenda que tu n'as même pas choisi. Ce sentiment de vide, ce dégoût qui t'accompagne même après une bonne nuit de sommeil, est le symptôme d'une vie qui avance par inertie. Personne ne te le dira en face, mais beaucoup préfèrent ne pas regarder cette vérité en face. Tu te voles toi-même l'opportunité de vivre avec un but chaque jour. Et la facture, c'est le temps qui te la présente, pas la chance. L'excuse la plus facile est le « je n'ai pas le temps de philosopher au réveil ». Tu n'as pas besoin d'heures de méditation, tu as besoin d'une brutalité d'honnêteté. Chaque jour que tu commences sans te demander « pourquoi me lève-je vraiment ?», tu te mets entre les mains du vide. Ne te cache pas derrière des obligations, ni ne te réfugie dans la routine confortable de faire pour faire. Si ton seul but matinal est de survivre à la journée, alors tu as déjà perdu la bataille avant même de commencer. Donne un sens à chaque lever de soleil, même si c'est inconfortable de regarder tes propres motivations faibles. Le sens ne se trouve pas, il se construit. C'est une décision, pas un accident. Es-tu prêt à tolérer une existence sans cap, juste pour éviter l'effort de te poser des questions difficiles ? Si c'est le cas, alors accepte la médiocrité comme ta compagne silencieuse. Celui qui ne donne pas de sens finit par être décoré dans la vie des autres. Grave-toi cela. Tu n'as pas besoin de grands mots ni de discours inspirants. Ce dont tu as besoin, c'est d'une définition agressive de ce que tu vas défendre ce jour-là, de ce que tu ne vas pas négocier, de ce que tu vas construire, même si cela coûte. Le but est l'encre qui empêche le courant de la paresse et de la confusion de t'entraîner vers le néant. Un jour avec sens est un jour qui dérange, car il exige quelque chose de toi. Attention, courage, engagement. Ce n'est pas de la poésie bon marché. C'est te demander, à voix haute si nécessaire, quelle valeur réelle vais-je ajouter aujourd'hui à ma vie et à celle des autres. Si tu ne réponds pas, la réponse sera le vide. Ne t'échappe pas avec l'excuse que tout le monde vit ainsi. C'est l'excuse de ceux qui se résignent à disparaître dans la foule. Si tu veux du respect pour toi-même, exige un but de ton esprit chaque matin. Ce n'est pas négociable. Soit tu décides du sens, soit on te l'impose. Phrase emblématique, un jour sans sens est une dette qui ne se paie jamais. Fais en sorte que se lever soit un effort, non pas par fatigue, mais par le poids de la responsabilité que tu as toi-même choisie. C'est ça, vivre de front. 10. Vis aujourd'hui comme si c'était irrépétible. Tu n'as pas de temps. C'est la vérité inconfortable que beaucoup préfèrent éviter. Chaque jour que tu laisses passer en attendant une meilleure occasion est un pari perdu. La vie ne te rendra pas une seule matinée gaspillée, et faire semblant qu'il y aura toujours une autre chance est la stratégie parfaite pour ne jamais changer. Intérieurement, tu le sais. Il y a une partie de toi qui ressent le poids de chaque routine répétée sans sens, de chaque geste fait par inertie, de chaque conversation vide qui remplit le silence juste pour ne pas entendre ce qui compte vraiment. Nous vivons comme si les jours étaient une ressource renouvelable, mais il suffit de regarder en arrière pour constater combien se sont écoulés sans laisser de traces. Ce mécanisme mental qui te dit « demain, oui, la prochaine fois je ferai mieux », est le même qui reporte ta vie et te vole de la force. Tout ce que tu relègues s'accumule comme une dette psychologique. Les mots non dits, les projets non commencés, les excuses que tu n'as jamais osé offrir ou les décisions que tu continues de reporter par peur ou par simple confort. L'auto-illusion est subtile. Tu te répètes que tu es occupé, que ce n'est pas le moment, que tu as besoin de clarté avant d'agir. Mais en réalité, c'est de la peur déguisée en prudence. Tu vis avec la fantaisie que le jour d'aujourd'hui n'est qu'un brouillon, une répétition générale pour une version plus courageuse et authentique que, au fond, tu crains de ne jamais atteindre. Sans t'en rendre compte, tu sacrifies l'essentiel pour lui. Personne ne naît avec une carapace de sécurité. Cette image intouchable que beaucoup projettent est en réalité le résultat d'années de lutte silencieuse contre des doutes qui érodent de l'intérieur. L'insécurité n'est pas seulement un murmure inconfortable,
C'est un mécanisme mental qui sabote chaque pas, remet en question chaque réussite et transforme l'opinion des autres en une sentence. Vivre ainsi, c'est comme porter une dette interne qui ne se termine jamais de se payer. Chaque jour s'ajoute plus d'intérêt, plus de poids, plus de fatigue psychologique. Ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que, bien que le monde essaie de te vendre des formules rapides, la véritable sécurité ne se hérite pas ni ne se feint. Elle se construit et souvent au prix de fractures douloureuses dans le caractère. Ici, nous n'allons pas adoucir la réalité. L'insécurité t'isole, te fait perdre des opportunités et, si tu ne t'en occupes pas, finit par te voler la vie sans que tu t'en rendes compte. Mais il y a une issue, et ce n'est pas une fantaisie motivationnelle. Le stoïcisme, cette philosophie d'acier trempé, t'oblige à cesser de blâmer les autres et à regarder de front ton propre reflet. Personne ne viendra te sauver et c'est libérateur. Car tout ce dont tu as besoin pour cesser d'être ton pire ennemi est déjà en toi, attendant discipline et courage. La sécurité ne se mendie pas, elle s'entraîne. Ici, nous allons démonter l'insécurité pièce par pièce, avec des outils pratiques qui exigent une honnêteté brutale et une action quotidienne. Si tu cherches des excuses, cette vidéo n'est pas pour toi. Mais si tu acceptes le défi, prépare-toi à cesser de négocier avec ta propre médiocrité. 1. Maîtrise ton dialogue intérieur. La vérité est simple et brutale. Si tu ne contrôles pas ton dialogue intérieur, tu deviens esclave de ta propre pensée. Arrête de chercher des coupables à l'extérieur, car la plupart de ton insécurité est fabriquée et alimentée par cette voix dans ta tête, qui répète les mêmes jugements, les mêmes reproches, les mêmes doutes, chaque maudit jour. Tu n'es pas insécure parce que le monde te le dit. Tu es insécure parce que tu as accepté comme vérité absolue chaque pensée autodestructrice qui surgit dans ton esprit. Et le pire, c'est que tu ne prends même pas le temps de les remettre en question. Tu les acceptes, tu les caresses, tu les laisses grandir comme s'ils étaient des faits, alors qu'en réalité, ce sont des opinions qui ne t'appartiennent même pas. Vas-tu continuer à croire que tu es moins seulement parce que ton esprit est programmé pour te rappeler tes échecs et multiplier tes défauts? C'est confortable de blâmer l'enfance, la société, la génétique ou qui que ce soit, mais tant que tu continues à alimenter ce monologue toxique, tu continueras à vivre avec une fracture constante dans ton caractère. La philosophie stoïque ne va pas te donner de solutions magiques ni de belles phrases à répéter devant le miroir. Elle exige de la discipline et une responsabilité absolue sur ce que tu permets de se répéter dans ton esprit. Chaque fois que tu te dis « je ne peux pas, je ne suis pas assez, ce n'est pas pour moi », tu renforces une dette émotionnelle qui te pèse ensuite dans chaque décision. Si tu ne te mets pas fermement avec toi-même et que tu ne commences pas à filtrer cette poubelle mentale, tu vas continuer à traîner de l'insécurité même les jours où tout se passe bien. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi, mais tu peux contrôler le filtre mental avec lequel tu analyses tes propres erreurs, tes réussites et tes échecs. Le stoïcisme t'oblige à séparer les faits des interprétations, à regarder en face les données brutes et non les histoires que ton dialogue intérieur veut te vendre. Prends la responsabilité de ta narration, car chaque pensée que tu choisis d'alimenter est un investissement émotionnel qui te renforce ou te fragilise. La compassion bon marché et le victimisme ne font que prolonger le problème. Tu n'es pas une victime de tes pensées, à moins que tu choisisses de rester assis à répéter la même histoire que d'habitude. L'autocritique peut être brutalement utile si elle est utilisée avec objectivité, pas avec le masochisme de te punir pour chaque erreur. Choisis consciemment de te parler comme tu parlerais à quelqu'un que tu respectes vraiment. Si tu te parles comme à un ennemi, ne sois pas surpris lorsque l'insécurité finira par dévorer la peu de confiance qu'il te reste. Réviser ton dialogue intérieur n'est pas un exercice de développement personnel superficiel. C'est une obligation si tu veux vivre avec intégrité. La sécurité personnelle est le résultat de ta capacité à surveiller et à discipliner ce que tu permets de traverser ton esprit.
L'admettre est difficile, mais c'est nécessaire. Une grande partie de ta souffrance est volontaire, car tu n'as jamais fait l'effort réel de remettre en question tes pensées les plus nuisibles. Ce que tu te répètes chaque jour devient le matériau avec lequel tu construis ta réalité. Ne te parle pas comme un traître, ne te parle pas comme un ennemi. Si tu veux dominer l'insécurité, commence par arrêter de négocier avec tes pensées autodestructrices et mets de l'ordre dans ton esprit. Parce qu'à la fin, la voie la plus dangereuse n'est pas celle de l'extérieur, c'est celle que tu as à l'intérieur et à laquelle tu as donné un pouvoir qu'elle ne mérite pas. Tu veux avancer? Discipline ton dialogue intérieur. L'esprit s'entraîne ou te enterre. 2. Réponds, ne réagis pas. Tu te lèves tard parce que le réveil a sonné et que tu l'as ignoré. Tu es déjà en retard au travail. Le trafic te met de mauvaise humeur et dès que tu arrives, le premier courriel que tu ouvres est une critique déguisée en suggestion. Ton estomac se retourne, ta respiration s'accélère un peu, ta mâchoire se serre. Tu te diriges directement vers ton bureau, mais au lieu de répondre calmement au courriel, tu es pris par l'envie de donner une réponse impulsive, presque automatique, comme si quelqu'un à l'intérieur de toi appuyait sur un bouton rouge. Et ainsi, un jour de plus, tu laisses ce qui se passe à l'extérieur dicter ce qui se passe à l'intérieur. Ton humeur va et vient selon les stimuli, comme si tu étais une marionnette des émotions. Ce schéma se répète, un regard étrange de quelqu'un, une mauvaise nouvelle, un mot mal placé, et tu ressens la même impulsion de réagir, comme si ta dignité était en jeu à chaque microseconde. C'est là que commence le cycle. D'abord le stimulus, puis la réaction immédiate, et ensuite le regret, ce poids que portent ceux qui ne gèrent pas leurs propres ressorts internes. Ce que tu ne vois pas, ou ce que tu n'as pas voulu voir, c'est que l'insécurité se nourrit précisément de ces réactions automatiques. Ce n'est pas seulement ce qui se passe, c'est comment tu sautes devant ce qui se passe, comme si ta valeur dépendait de chaque événement externe. Chaque fois que tu réponds sans filtre, que tu te laisses emporter par le première impulsion, tu renforces la croyance que tu n'as pas de véritable contrôle sur toi-même. Et cette idée, même si tu ne l'exprimes pas à voix haute, ronge ton estime de soi. La philosophie stoïque martèle ce point. Entre ce qui se passe et ce que tu fais, il y a un espace, et cet espace est le seul territoire qui t'appartient réellement. Personne ne peut l'envahir, à moins que tu ne le permettes. Mais si tu ne le reconnais pas et ne le défends pas, ta journée et tes émotions restent à la merci de tout contretemps, commentaire ou geste extérieur. Il y a un mécanisme invisible derrière chaque réaction incontrôlée. L'habitude d'interpréter tout comme une menace personnelle. L'esprit, entraîné à l'autodéfense, détecte des problèmes là où il n'y en a pas et active le pilote automatique de l'émotion. Le cœur s'accélère, le sang monte à la tête et avant que tu ne t'en rendes compte, tu as déjà dit ou fait quelque chose dont tu regrettes ensuite. Répondre implique quelque chose de différent. Cela nécessite d'interrompre ce cycle. Il ne s'agit pas de devenir froid ou indifférent, mais de faire une pause minimale, mais vitale. L'autocontrôle n'est pas de la répression, c'est le pouvoir de choisir. Tu ne peux pas choisir ce qui t'arrive, mais tu peux choisir comment le traiter. Et là se trouve la véritable différence entre réagir et répondre, dans la distance que tu crées entre le stimulus et ta décision. La réponse consciente est l'un des outils les plus sous-estimés pour démonter l'insécurité. Parce que lorsque tu choisis calmement, tu cesses d'être un otage de l'environnement et tu commences à construire, petit à petit, une identité basée sur la maîtrise intérieure. Chaque fois que tu parviens à répondre au lieu de réagir, tu accumules du respect de soi. C'est un investissement émotionnel silencieux mais puissant. Tu n'es pas le reflet de tes impulsions, tu es le résultat de tes choix. Tu veux une véritable sécurité. Maintiens cette pause intérieure. Le calme est une discipline sous pression. Cela et rien d'autre est la véritable base de la confiance. 3. Arrêtez de chercher l'approbation extérieure. Il n'est pas agréable de l'admettre, mais pendant des années, j'ai vécu en fonction de ce que les autres pensaient de moi. Chaque petit signe d'approbation était comme une dose de soulagement temporaire.
et chaque geste de désapprobation, une alarme intérieure qui me forçait à corriger le tir pour ne pas perdre cette validation. Le problème, c'est que lorsque votre valeur dépend de facteurs externes, vous devenez un mendiant émotionnel. Votre estime de soi devient un compte bancaire que seuls les autres peuvent remplir ou vider. Et chaque interaction est une transaction où vous êtes toujours en désavantage. Le mécanisme est subtil, mais dévastateur. Vous commencez à façonner vos mots, vos gestes et même vos opinions pour vous conformer à ce que vous pensez que l'on attend de vous. Ce n'est pas de l'authenticité, c'est une survie sociale déguisée en gentillesse. Le résultat, une sensation permanente de déficit, une dette existentielle qui ne se solde jamais parce que, peu importe vos efforts, l'approbation des autres est toujours volatile et conditionnelle. L'insécurité personnelle se multiplie chaque fois que vous faites du regard extérieur votre juge principal. Analysons le circuit. D'abord, surgit le désir d'être accepté, car nous associons être accepté à avoir de la valeur. Ensuite, vous vous adaptez, vous vous censurez, vous filtrez vos désirs et vos opinions authentiques pour vous intégrer. Chaque fois que vous le faites, vous payez par de petites concessions invisibles. Ainsi, votre identité se fragmente en versions conçues pour différents publics et dans le processus, vous perdez votre boussole intérieure. À la fin de ce chemin, l'insécurité n'est pas seulement toujours là, elle se renforce, car vous percevez que vous avez besoin de masques pour être toléré. Plus vous alimentez cette dynamique, plus vous vous éloignez de toute notion réelle de confiance. L'approbation est un prix qui ne dure jamais. Un renforcement qui vous rend dépendant et toujours vulnérable à la critique ou au rejet. Le piège est évident. Plus vous cherchez à plaire, moins vous avez de contrôle sur votre propre valeur. La philosophie stoïque déconstruit ce jeu à la racine. Les stoïciens ne vous disent pas de mépriser l'opinion des autres par pur orgueil, mais de la reconnaître pour ce qu'elle est. Une donnée externe qui ne définit ni votre essence ni votre valeur. Le critère personnel est le seul filtre qui vous protège des fluctuations émotionnelles produites par la recherche constante de reconnaissance. Lorsque vous cessez de négocier votre identité pour de l'approbation, vous vous libérez d'une dépendance chronique qui ne vous apportera jamais la paix. Le respect des autres, s'il arrive, est une conséquence, pas un objectif. L'objectif réel est de maintenir la cohérence interne, d'agir selon vos principes et de maintenir cette direction même lorsque personne n'applaudit. Si votre sécurité dépend des autres, elle ne sera jamais à vous. Elle sera toujours empruntée. Le processus exige une révision brutale de vos motivations quotidiennes. Il faut se demander, avec une honnêteté inconfortable, combien de vos décisions sont contaminées par le désir d'être accepté. Combien de fois dites-vous oui pour ne pas déranger? Combien de fois taisez-vous votre véritable opinion pour ne pas risquer le rejet? Chaque concession s'ajoute à un compte qui, tôt ou tard, vous coûtera cher, sous forme de ressentiment, de fatigue et d'un sentiment de vide que vous ne comprenez pas tout à fait. Cesser de chercher l'approbation extérieure ne signifie pas devenir insensible ni arrogant. Cela signifie rediriger l'énergie vers ce que vous pouvez contrôler, vos actions, votre intégrité, votre propre opinion sur vous-même. Lorsque vous comprenez cela, quelque chose change. Vous cessez d'être un acteur secondaire dans la vie des autres et commencez à écrire votre propre scénario. La véritable sécurité ne se mendie pas. Elle se construit dans la solitude et se démontre en public. Si vous cherchez une validation, vous vous vendez à bas prix. Si vous agissez avec discernement, vous gagnez du respect pour vous-même. Et c'est un investissement qui ne perd jamais de valeur. 4. Tiens tes engagements envers toi-même. Traverser une pièce dans l'obscurité totale, sachant que chaque pas dépend de ta mémoire et de ta volonté, et non de la lumière, t'oblige à faire confiance à quelque chose de plus profond que l'évidence. C'est ça. Tenir des engagements envers soi-même, avancer même quand personne ne regarde, ne applaudit, ni exige. La plupart des gens attendent des projecteurs externes pour agir, mais la véritable sécurité se forge dans cette pénombre quotidienne où seul toi sais si tu as fait ce que tu as promis ou si, une fois de plus, tu t'es trahi en silence.
Pense à la sensation physique de remettre à demain cette tâche que tu as juré de terminer aujourd'hui. Le corps se rétracte légèrement, la poitrine reste tendue et l'estomac ressent un malaise qui ne disparaît pas rapidement. Tu n'as pas besoin de témoins. L'inconfort est la facture interne que tu paies chaque fois que tu romps une promesse envers toi-même. L'insécurité grandit juste là, dans ce solde négatif d'engagement brisé, dans cette constance invisible de petites décisions reportées. La discipline personnelle n'est pas une prison, c'est un refuge. C'est l'acte de te maintenir dans ce que tu décides, même si la motivation s'est évaporée depuis des heures. Il suffit d'observer celui qui se promet de se lever tôt, de lire une page, de faire de l'exercice, et qui finit par céder à la première fatigue. Les gestes sont petits, le réveil qui s'éteint avec agacement, le livre qui reste fermé sur la table, les baskets qui ne s'attachent jamais. Chaque manquement se ressent dans le corps, même si tu le couvres d'excuses rationnelles. Ces détails s'accumulent, et le pire, c'est que l'esprit n'oublie jamais ses propres défaites. Le respect de soi ne se construit pas avec de beaux discours, mais avec l'accumulation quotidienne de faits, même minimes, qui prouvent que tu peux te faire confiance. Tenir ta parole envers toi-même est le seul contrat qui ne prescrit pas et n'admet pas de renégociation sans conséquence. Beaucoup se trompent en croyant que la sécurité vient de grands succès publics, mais la réalité est bien plus crue. Ta confiance en toi est le résultat de milliers de micro-actions privées, la plupart invisibles, que tu exécutes même quand il serait facile de les laisser passer. La force de caractère se façonne dans ces choix inconfortables, quand tu préférerais abandonner mais choisis de te tenir. La philosophie stoïque n'idolâtre pas la discipline par caprice, mais parce qu'elle sait que chaque acte de volonté t'entraîne à supporter l'inconfort et, surtout, à te respecter dans ce que tu décides. Tu n'as pas besoin de rituels grandioses, ni de promesses publiques. Il te suffit d'une seule chose, faire ce que tu as dit, même si personne ne le remarque. La grandeur commence dans l'invisible. Chaque engagement tenu est un investissement dans ton estime de soi. Chaque promesse rompue est un trou qui affaiblit tes fondations. La sécurité n'est pas un don, c'est le résultat répété de te tenir ferme quand il serait plus confortable de te faillir. Combien de fois t'es-tu senti fier après avoir cédé à la paresse ou à la peur? Aucune. Le véritable respect de soi se construit dans l'obscurité, quand seul toi es témoin. Si tu veux arrêter de te sentir en insécurité, sois implacable avec ce que tu te promets. Le muscle de la discipline s'entraîne en privé. Le caractère ne se négocie pas. La différence entre un jour gagné et un jour perdu se décide presque toujours dans ces instants intimes où il semble que personne ne verra le résultat. Mais ton esprit le voit, ton corps le ressent et ton cœur le réclame. Tiens ta parole, même si la motivation faillit. La discipline est la forme la plus pure du respect de soi. Personne ne peut construire ta sécurité à ta place. Chaque fois que tu choisis de te tenir, l'obscurité intérieure se dissipe un peu plus. 5. Lâche ce que tu ne contrôles pas. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est cesser de gaspiller ta vie sur ce qui n'a jamais été entre tes mains. Voici le coup que personne ne veut encaisser. Tant que tu resteras obsédé par le contrôle de ce qui ne dépendra jamais de toi, ton insécurité sera infinie, car il y aura toujours quelque chose qui te glissera entre les doigts. Tu veux avoir en main l'opinion des autres, le résultat exact de chaque essai, le climat émotionnel de ceux qui t'entourent, la perfection de tes plans. Tout cela n'est qu'un mirage qui alimente uniquement la frustration et le ressentiment. Jusqu'à quand vas-tu te permettre ce piège? Il ne s'agit pas de te résigner, il s'agit de comprendre que chaque gramme d'énergie que tu investis dans ce que tu ne contrôles pas est une dette émotionnelle qui ne sera jamais remboursée. C'est aussi simple que cela. Ce qui ne dépend pas de toi t'appartient autant que la pluie ou le trafic. Tu continues de croire que l'anxiété se résout en pensant davantage, en planifiant chaque détail, en anticipant des scénarios, mais c'est tout le contraire. Plus tu t'obsèdes pour l'extérieur, plus tu deviens faible à l'intérieur.
L'esprit se déforme lorsque tu l'utilises comme un instrument de surveillance perpétuelle sur l'impossible. Le résultat est une fatigue chronique, un sentiment d'insuffisance qui se multiplie chaque fois que la réalité ne répond pas à tes attentes. Le stoïcisme te crache la vérité au visage. La seule chose que tu maîtrises vraiment, c'est ton attitude, tes actions et le sens que tu choisis de donner à ce qui se passe. Personne d'autre ne mettra ce filtre à ta place. S'accrocher à ce que tu ne contrôles pas est un acte de lâcheté mentale, une façon d'éviter le travail difficile d'agir sur ce qui t'appartient. Il est plus confortable de blâmer le hasard, le destin, la malchance, que d'assumer la responsabilité brutale de ce que tu peux réellement changer. Chaque fois que tu te surprends à revisiter encore et encore le même problème, à tourner en rond sur ce qui ne s'est pas passé comme tu le voulais, à répéter dans ta tête le film de ce que les autres ont dit ou fait, tu choisis de te fragiliser. Ne fais pas semblant, cette insistance n'est pas de l'inquiétude, c'est la peur d'accepter ta propre limite. La véritable liberté commence lorsque tu décides de lâcher le poids mort des attentes, le besoin d'avoir raison, le désir enfantin de contrôler le résultat final. La sérénité n'est pas un luxe réservé aux éclairés, c'est le fruit d'un entraînement quotidien au détachement. Tu cesses de demander au monde de te faire sentir en sécurité et tu commences à construire cette sécurité à partir de la seule source que tu as, ta conduite, ton jugement, ta réponse. L'insécurité grandit dans le domaine de la fantaisie. Si telle personne changeait, si le monde fonctionnait comme je le veux, alors je serais tranquille. Mensonge. Cette tranquillité n'arrive jamais car il y aura toujours quelque chose hors de ta portée. La maturité émotionnelle se démontre dans la capacité à réduire l'horizon à l'essentiel. Que dépend de moi, ici et maintenant? Le reste n'est que bruit qui t'entraîne et te distrait de ce qui est vraiment important. Chaque fois que tu lâches, tu gagnes en force. Chaque fois que tu t'obsèdes, tu te saignes de l'intérieur. Le détachement est une discipline, pas de l'indifférence. C'est choisir où tu mets ton énergie et où tu cesses de la donner. Ne cherche pas la paix dans le prochain résultat, dans le prochain geste d'approbation, dans le comportement des autres. La paix est le solde de ne pas hypothéquer ton esprit sur des causes perdues. Apprends à lâcher ce qui ne t'appartient pas. Ce n'est qu'alors que ta sécurité cesse de dépendre du hasard et commence à avoir des racines propres. La véritable liberté est de cesser de négocier ta tranquillité avec ce que tu ne pourras jamais contrôler. C'est cela la maturité et c'est cela le pouvoir. 6. Agis même avec peur. La peur ne va pas disparaître. C'est la vérité que personne ne veut accepter, mais qui définit la différence entre ceux qui avancent et ceux qui passent leur vie à attendre de se sentir prêts. Attendre que la peur disparaisse est l'excuse parfaite pour ne rien faire. L'esprit cherche des garanties, mais la vie n'en offre jamais. L'insécurité se déguise en prudence, en logique, en 1000 raisons de reporter ce que tu sais que tu dois faire. Mais sous ces justifications se cache un mécanisme beaucoup plus primitif, la peur de s'exposer, de se tromper, d'échouer, de ne pas être à la hauteur de ses propres attentes. Là, dans ce coin où le corps se tend, l'esprit invente des scénarios et l'anxiété s'accumule comme un poids sur la poitrine. Se joue le véritable match. Ce n'est pas la situation qui te paralyse, c'est l'interprétation que tu construis sur le risque. Tu deviens expert dans l'anticipation du pire résultat, dans l'alimentation du doute, dans la collection d'excuses sophistiquées pour ne pas bouger. Tu appelles cela « attendre le bon moment ». Mais au fond, tu es juste en train d'entraîner l'impuissance. Le piège mental le plus courant est de croire que la sécurité arrive avant l'action, comme si tu devais d'abord te sentir courageux pour ensuite oser. Mais cela fonctionne exactement à l'inverse. Le courage est la conséquence d'agir malgré la peur, pas la condition préalable pour commencer. Chaque fois que tu procrastines, tu renforces l'idée que la peur est plus grande que toi. Chaque fois que tu te forces à bouger, même si ta voix intérieure te dit de t'arrêter, tu construis une confiance qui ne s'estompe pas face au premier obstacle. L'esprit enregistre ces moments. L'occasion où tu as parlé même si tu tremblais à l'intérieur, le jour où tu as dit oui à une responsabilité qui te mettait au défi,
l'instant où tu ne t'es pas laissé freiner par l'inconfort de te sentir vulnérable. Ces micro-décisions, presque invisibles pour le monde, sont la base de tout respect de soi. Personne ne peut te donner la sécurité que tu ne te construis pas toi-même. La philosophie stoïque ne romantise pas la peur, mais ne la diabolise pas non plus. Elle la reconnaît comme une réaction naturelle, un signe que ce qui est en jeu t'importe. Mais le stoïcisme exige que tu examines la racine de la peur. Est-ce vraiment une menace ou juste une perception déformée par tes propres croyances? La plupart des peurs actuelles ne sont ni physiques ni mortelles. Elles sont sociales, émotionnelles, imaginaires. Tu crains le ridicule, le jugement, le rejet, de ne pas répondre aux attentes que tu t'es imposées ou que tu absorbes des autres. Le problème est que plus tu négocies avec ces peurs, plus leur ombre devient grande. Il n'y a pas de raccourci. La seule façon de réduire le pouvoir de la peur est de la traverser. Action, pas débat interne. Mouvement, pas paralysie réflexive. La sécurité authentique est une conséquence, jamais une condition préalable. Attendre de ne plus avoir peur est une autre façon de se rendre en silence. L'action est la seule véritable thérapie contre l'insécurité. Chaque pas que tu fais, même s'il est petit et même si la peur t'accompagne, est une déclaration d'indépendance mentale. Il ne s'agit pas de devenir téméraire, mais de décider que la peur ne dicte pas tes limites. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est choisir d'avancer en portant ce poids. Fais ce que tu dois faire, précisément parce que tu as peur. C'est la seule façon de te prouver qui commande vraiment dans ta vie. Avance, même si le doute crie. La peur est un conseiller, pas un geôlier. 7. Sois brutalement honnête avec vous-même. Vous rentrez du travail et bien que la journée n'ait pas été particulièrement mauvaise, une gêne vous poursuit. Vous consultez votre téléphone, vous vous distraisez avec n'importe quoi, vous mangez plus que de raison, ou vous